Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je tiens à remémorer au chef de la CAQ l'objectif d'une commission parlementaire. Elle constitue le forum tout désigné pour examiner en détail les projets de loi et les députés y jouent un rôle de contrôle de l'activité gouvernementale et de consultation publique. Dans le cadre du projet de loi sur l'immigration, c'est plutôt un monologue auquel on assiste. C'est un projet de loi qui a été présenté dans la précipitation et l'improvisation. Le ministre de l'Immigration agit d'ailleurs de façon doctrinaire. Rappelez-vous l'abandon des 18 000 dossiers en immigration. Tout le monde lui disait que ça n'avait pas de bon sens, mais il a fallu l'intervention du tribunal pour corriger la situation. Notre porte-parole en matière d'immigration a formulé 3 propositions au ministre pour bonifier son projet de loi. Assurer le traitement des 18 000 dossiers, préciser le test des valeurs et faciliter la vie des entreprises. Actuellement, ce projet fait tout le contraire et impose un fardeau administratif supplémentaire. Le milieu des affaires partage nos inquiétudes. Est-ce que le premier ministre, qui refuse d'entendre nos voix dans ce dossier, peut au moins entendre celle du milieu des affaires? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le système actuel d'immigration ne fonctionne pas bien. D'abord, je rappelle qu'on parle des immigrants économiques. 60% des immigrants qui arrivent au Québec sont des immigrants économiques. Déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que ça devrait être plus que 60%? Mais restons avec le 60%. Actuellement, dans le système, il y a une série de critères, entre autres la connaissance du français, entre autres les qualifications, et il y a un système de points qui sont accordés, et c'est un système de premier arrivé, premier servi. Or, actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en pénurie d'employés qualifiés. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est de mettre en place un nouveau système qui permettrait de choisir en premier les employés qui répondent aux besoins des entreprises. Bon, malheureusement, le Parti libéral veut qu'on continue à traiter les 50 000 personnes qui sont dans les 18 000 dossiers selon la formule « premier arrivé, premier servi ». Donc, Monsieur le Président, je pense que notre projet de loi répond à une nécessité. Bon, je comprends que le milieu des affaires ne souhaite pas qu'on mette en place un test de français puis un test de valeur dans un deuxième temps. Moi, je pense que c'est important que les nouveaux arrivants apprennent le français, apprennent nos valeurs et réussissent ce test. Donc, je comprends que les libéraux sont contre le test de français, contre le test des valeurs. C'est leur choix, mais moi, je suis très à l'aise avec notre position. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les conditions d'embauche de ces nouveaux arrivants, a-t-il dit hier, ça va être connu dans un règlement ultérieur. C'est assez fondamental, il me semble, les conditions d'embauche de nouveaux arrivants. Ma question est simple. Est-ce que vous pouvez demander à votre ministre de mettre de côté son intransigeance bien connue et enfin de faire preuve d'ouverture et de flexibilité? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le système qu'on propose, c'est un système qui avait même commencé à être mis en place par le gouvernement libéral, le système ARIMA. En gros, ce qu'on dit, c'est que si dans les 100 000 personnes, il y en a 100 000 actuellement qui ont déposé leur candidature, s'il y en a 3 qui répondent aux besoins spécifiques d'une entreprise, ces 3 personnes-là, on veut qu'ils passent devant tout le monde parce que c'est ça qui devrait être la priorité, répondre aux besoins des entreprises. Malheureusement, actuellement, il y a 40 000 personnes qui attendent à Ottawa, un autre 50 000 personnes qui sont dans les 18 000 dossiers qui attendent au ministère de l'Immigration. Il faut accélérer, il faut changer les critères. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Il me semble que nos propositions sont raisonnables, Monsieur le Président. Il me semble qu'il n'y a pas juste nous qui avons dit ça. Plusieurs groupes sont venus également dire la même chose. On dirait que les commissions parlementaires pour le gouvernement, c'est une mise en scène. Ma question est simple. Est-ce que le premier ministre peut nous dire à quoi, selon lui, servent ces commissions parlementaires? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le Parti libéral pose 2 conditions qui ne sont pas acceptables pour nous. D'abord,
le Parti libéral demande qu'on traite premier arrivé, premier servi, des 18 000 dossiers, 50 000 personnes. Il y en a déjà 40 000 en attente. Ça veut dire que pour répondre aux besoins du marché du travail, il va falloir attendre 2 ans avant de commencer à se concentrer là-dessus. Il y a une urgence d'agir. Les groupes patronaux le disent. Puis, dans un deuxième temps, on veut un test de français puis un test de valeurs. C'est pas important pour les libéraux, le test de français puis le test des valeurs. C'est important pour les Québécois. Troisième complémentaire, s'il vous plaît, toujours votre attention. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Il semble qu'on fait valoir des points importants qui sont appuyés, Monsieur le Président, par les entreprises. Le premier ministre nous répond toujours de la même façon. Il ne nous donne jamais, en fait, de vraies réponses. Je vais lui donner un choix de réponse. A, est-ce qu'il souhaite adopter un projet de loi mal ficelé par une idéologie? Ou B, un projet de loi où les ingrédients gagnants pour la prospérité du Québec sont réunis? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les ingrédients gagnants pour la prospérité économique, c'est de commencer le plus vite possible à choisir les candidats qui répondent le mieux au marché du travail. Pas y aller comme c'est proposé par les libéraux, traiter 18 000 dossiers, 50 000 personnes, premier arrivé, premier servi. Deuxièmement, le français sera toujours vulnérable au Québec. On veut exiger dans les 3 premières années un test de français puis un test de valeurs. C'est pas important pour le Parti libéral, c'est important pour les Québécois. Les Québécois sont avec nous. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, vous savez, Monsieur le Président, dans un bon projet de loi, il y a d'abord un objectif qui doit être clair, puis des moyens qui vont avec. Et dans le projet de loi sur l'immigration, l'objectif qui est d'avoir plus de régionalisation, plus d'intégration des immigrants, on est d'accord, mais c'est dans les moyens qu'il y a véritablement un problème. Et là, hier, on a vu à quel point le ministre souhaite imposer un fardeau aux milieux économiques. Et les milieux économiques qui sont venus nous rencontrer il y a plusieurs semaines l'avaient déjà dénoncé. Et là, hier, ils ont été obligés de sortir pour dire que ça n'avait pas de sens. Et ce qu'ils disent, la Fédération des chambres de commerce du Québec, ça va être contre-productif. Le Conseil du patronat et les manufacturiers exportateurs sont sortis pour dire que ça allait être un alourdissement non nécessaire, que ce n'était pas dans la bonne direction que l'on allait. Les milieux se sont réunis pour dire que ça ne tenait pas la route. Alors, quand est-ce que le ministre va sortir de son entêtement pour comprendre que, dans les moyens dont il se dote, il nuit à l'économie du Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il y a quelques rectificatifs à apporter ici. Il y a une chose que je vais faire, par contre, je vais donner raison au chef de l'opposition officielle sur l'intransigeance sur mes principes. Effectivement, je suis intransigeant sur mes principes. L'objectif que j'ai en politique, c'est de réussir à faire en sorte d'améliorer les choses, et c'est ce que je fais dans le cadre du projet de loi 9. Et surtout, je vais toujours servir les Québécois fidèlement à mes valeurs, et là-dessus, je peux vous assurer que je serai en tout temps intransigeant. Monsieur le Président, pour ce qui est de la question de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, il y a une chose qui est importante de mentionner. On est en commission parlementaire sur le projet de loi 9 depuis plus de 35 heures. L'article auquel elle fait référence, Monsieur le Président, vise à faire en sorte d'avoir une assise législative pour que les employeurs participent eux aussi à l'intégration des personnes immigrantes, notamment en matière de francisation. Est-ce que le Parti libéral est contre le fait que tous les acteurs de la société québécoise participent à l'intégration des personnes immigrantes? Honnêtement, je suis un peu surpris. Deuxièmement, Monsieur le Président, à la fois la Fédération des chambres de commerce, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le Conseil du patronat demandent au Parti libéral que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans toutes les régions du Québec. Vous nuisez à l'économie. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. On est attentif et aux questions et aux réponses, Madame. Monsieur le Président, clairement, il n'a pas vu la sortie qu'ont faite hier des 3 organismes auxquels il fait référence. Je l'invite à lire ce qu'ils ont dit. Mais nous, on veut aider le ministre, Monsieur le Président. Et c'est la raison pour laquelle, hier, on a proposé un amendement qui disait la chose suivante. On aimerait que dans les pouvoirs dont il se dote, il puisse avoir une perspective d'allègement réglementaire pour les entreprises. Le ministre a dit quoi par rapport à l'allègement réglementaire? Il a dit non à cet amendement. La nuit porte conseil, Monsieur le Président. Je suis sûr qu'en se levant, il pourra nous dire qu'il va être d'accord avec l'amendement qu'on propose dans l'intérêt économique. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, savez-vous où j'étais ce matin avant de venir ici? J'étais à l'Association des économistes du Québec. Savez-vous qui était assis à ma gauche? Le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et que m'a-t-il dit? Il m'a dit, Simon,
Il faut que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible. Alors, s'il vous plaît, évidemment, vous-même ne pouvez vous appeler par votre nom. Avec le sourire. Monsieur le ministre de l'Immigration, poursuivez, s'il vous plaît, votre réponse. Attention, tout le monde, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la Fédération des chambres de commerce souhaite que le projet de loi soit adopté. Le Parti libéral nuit à l'économie du Québec en refusant de faire en sorte de passer d'un système d'immigration qui va prendre en compte les besoins du marché du travail. C'est pas dur à comprendre, Monsieur le Président. Il faut que le projet de loi soit adopté pour aider les entreprises du Québec. Une complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, il faut que le ministre de l'Immigration se ressaisisse. Il faut qu'il se ressaisisse parce que, honnêtement, c'est lui qui nuit présentement à l'économie du Québec. Dans sa forme actuelle, le projet de loi fait en sorte que le Québec est moins concurrentiel. Alors, est-ce que le ministre peut faire preuve, je ne vais pas lui en demander beaucoup, mais d'un peu d'humilité et de reconnaître qu'il doit faire des modifications pour faire en sorte que le projet puisse être adopté dans l'intérêt de tous les Québécois? Monsieur le ministre de l'Immigration, encore une fois, votre collaboration. Monsieur le Président, moi, je pense à toutes les régions du Québec, je pense à toutes les entreprises, je pense à tous les entrepreneurs qui ont des offres d'emploi qui ne sont pas comblées dans toutes les régions du Québec. Le projet de loi 9 il a été déposé le 9 février pour faire en sorte d'accompagner les personnes immigrantes pour qu'ils se trouvent un emploi à la hauteur de leurs compétences. Monsieur le Président, cet été, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne va probablement faire la tournée de toutes les régions du Québec pour aller rencontrer les membres du Parti libéral à la recherche d'appui. Monsieur le Président, je serais gêné à sa place. Si jamais le projet de loi n'est pas adopté, le projet de loi 9, qu'est-ce qu'elle va dire aux différents entrepreneurs du Québec qu'elle va rencontrer? Elle va se présenter comme une candidate économique alors qu'elle nuit elle-même à l'économie en refusant de faire l'adoption du projet de loi 9. Joignez-vous à nous. Pensez aux intérêts supérieurs du Québec. Question principale, Monsieur le député de Pontiac, à vous maintenant la parole. Monsieur le Président, les gens de l'Outaouais affectés par les inondations sont fatigués. Ils sont épuisés. Depuis des semaines, ils vivent chez des parents, chez des amis, avec leurs enfants, leurs animaux, couchent sur des divans inconfortables, reviennent épuisés du travail en pensant constamment à l'état de leur résidence qui est encore inondée, à où la famille va habiter et à comment ils vont vivre les prochains mois. Et devant eux, il y a la tâche brutale du nettoyage. Installer des sacs de sable avec des bénévoles pour tenter de sauver la maison, c'est une chose. Mais enlever des centaines, des milliers de sacs de sable pesants, mouillés, contaminés, qui sentent mauvais, qui sont déchirés, le faire seul parce qu'il n'y a plus de bénévoles, pour des gens forts mais affaiblis, pour des gens résilients mais épuisés, enlever ces sacs de sable-là sans aide, c'est impensable, c'est impossible. D'apprendre aujourd'hui que les forces armées n'aideront pas à enlever ces sacs de sable, pour tous ces gens, c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un au gouvernement va intervenir? Monsieur le ministre de l'Immigration, leader du gouvernement. Oui. S'il vous plaît. Monsieur le Président, la situation auquel fait face l'ensemble des sinistrés relativement aux plus récentes inondations est difficile et le gouvernement est là en support aux sinistrés des différentes régions du Québec. D'ailleurs, ma collègue ministre de la Sécurité publique est actuellement à pied d'œuvre sur le terrain à Rigaud pour rencontrer les différents intervenants. Vous pouvez être sûr que le gouvernement du Québec va accompagner les sinistrés. Déjà, on l'a fait avec le programme qui a été mis en place par ma collègue avant les inondations de cette année, justement en termes de prévisibilité, pour s'assurer qu'on puisse accompagner le mieux possible les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Il y a une chose qui est sûre, Monsieur le Président, présentement, la ministre de la Sécurité publique aussi est en discussion avec la brigadière générale au niveau des Forces armées et des discussions se poursuivent. Mais la volonté du gouvernement du Québec est très certainement d'accompagner toutes les personnes qui font face à ces difficultés-là. Il faut savoir que le fait d'être inondé, de perdre sa maison, de devoir effectuer des travaux, c'est une charge physique et mentale extrêmement importante. Et sachez que le gouvernement du Québec est là pour accompagner toutes les personnes. Et d'ailleurs, et je dois à ce titre souligner le travail de ma collègue qui a été présent sur le terrain jour et nuit, et elle va continuer de le faire. J'ai confiance
qu'elle va le continuer. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Aujourd'hui, là, ce qu'on dit aux sinistrés, ce qu'on dit aux inondés, c'est que l'armée les aidera pas à nettoyer leur terrain. L'armée ne sera pas là pour les aider. On les comprendra, Monsieur le Président, quand ils disent qu'ils se sentent abandonnés par leur gouvernement parce que les priorités des forces armées, ce sont celles qui sont établies avec le ministère de la Sécurité publique. La ministre des Affaires municipales a entendu l'appel des municipalités rurales de l'Outaouais pour que l'armée soit disponible pour aider ces gens-là, puisqu'elle n'a pas été entendue par son gouvernement. Qu'est-ce qu'ils disent à ces gens-là? Comment ils sont supposés nettoyer leur terrain? Madame la ministre des Affaires municipales. Je remercie mon collègue pour sa question. Puis les questions concernant la Croix-Rouge, je crois que notre vice-première ministre s'en est oui, pour ce qui s'est passé avec les inondations. Concernant votre région, l'Outaouais, j'étais là la semaine passée, il y a 2 semaines en fait. J'ai visité les lieux, j'étais en discussion avec votre maire d'ailleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour la région de l'Outaouais, je suis d'ailleurs allée à Pontiac rencontrer la mairesse. Ce que je peux dire, c'est que les deux, et la mairesse et le maire, m'ont dit qu'ils étaient très entendus, très bien écoutés. Ils m'ont même remercié pour les nouvelles places qu'on a octroyées en hébergement pour la région de l'Outaouais. En ce qui concerne l'habitation, pour l'Outaouais, on a pris le contrôle et on a eu des remerciements de la part de la mairesse. Complémentaire, s'il vous plaît, votre attention. La parole appartient au député de Pontiac. On ne parle pas de Croix-Rouge, on ne parle pas d'hébergement, on parle de sacs de sable. À Waltham, là, Monsieur le Président, la population, c'est 384. Au bureau municipal, il y a un seul employé à temps partiel. À Waltham, près de la moitié des gens sont soit sinistrés, inondés, isolés ou évacués. Et l'autre moitié les héberge, et ce, depuis 6 semaines. C'est des gens forts, des gens fiers, des gens qui n'aiment pas demander de l'aide, qui ne veulent pas être un fardeau, mais ils sont épuisés, Monsieur le Président. Tout le monde est épuisé. Les 384, ils ont besoin de l'armée. Qu'est-ce que la ministre va faire? Madame la ministre des Affaires municipales. Bien, je vais redire encore ce que je dis. J'ai très bien joué mon rôle. Mon rôle est l'habitation, évidemment. En ce qui concerne l'armée, vous le savez, on a eu des annonces de semaine en semaine pour soutenir les sinistrés. Alors, ceci étant dit, soyez pas inquiets, on est tout à fait à l'écoute. On a notre comité d'action qui est fait avec la vice-première ministre. On prend notre rôle au sérieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau de l'hébergement pour votre région? On a octroyé des PSL, les PSL d'urgence, pour reloger les gens inondés. Et pour les PSL d'urgence, on a doublé le nombre de PSL d'urgence. Alors, en habitation, on a répondu à la demande. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, Monsieur le Président. On s'apprête ici, en cette Chambre, éventuellement à voter le projet de loi 7 qui va faire passer de 24 mois à 12 mois les allocations de départ des gestionnaires du réseau de santé qui ont perdu leur job à cause de la réforme. On est d'accord avec ça, malgré le côté rétroactif de la loi. Pourquoi? Parce que la norme, normalement, c'est 12 mois. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est comme ça qu'on traite bien les gens. Or, la norme, elle ne s'applique pas pour tout le monde. La vérificatrice générale nous apprend ce matin que pour certains vice-présidents de certaines sociétés d'État, c'est un véritable bar ouvert, Monsieur le Président. Gros salaire, bonus de signature, primes de rendement automatique et la cerise sur le sundae, des primes de départ plantureuses, hors normes selon la vérificatrice générale, jusqu'à 18 mois de salaire. Ça, Monsieur le gouvernement, est-ce que le gouvernement reconnaît qu'il entérine ainsi et encourage la pratique des bars ouverts avec sa politique de business? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, moi, j'apprécie beaucoup la question du député de Rosemont. Je pense que la plupart de nous ont soit déjà pris connaissance du rapport du vérificateur général, et moi, je l'ai regardé pas mal en détail, et j'aimerais rappeler la période qui est couverte par ce rapport-là, qui est la période de 2016 à 2018. Qui était au gouvernement à ce moment-là? C'est le Parti libéral. Puis je pense que les pratiques qui sont soulevées par la vérificateur général, c'est gênant. C'est excessivement gênant pour des gens qui, par exemple, étaient au Conseil du Trésor pendant les dernières années, n'avaient pas la rigueur nécessaire de regarder, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se faisait en matière de transparence et d'encadrement. Alors, moi, je souscris exactement avec le point du député de Rosemont que ces pratiques-là sont totalement inacceptables. Et c'est pour ça, notamment, que nous avons annoncé dans les dernières semaines que nous allons travailler très fort sur la loi de l'administration publique pour mettre en place
des pratiques de transparence et d'encadrement qui respecteront la loi de l'administration publique. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Monsieur le Président, les sociétés d'État visées cachent de l'information, volontairement. Ce n'est pas nous qui le disons. Elles cachent de l'information, c'est la vérificatrice générale qui le dit. On peut ne pas la croire, mais elle a fait des audits. Ces sociétés d'État cachent des informations volontairement. Alors, au-delà des belles paroles, est-ce que le gouvernement va mettre fin au bar ouvert des fonds publics dans les sociétés d'État? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Écoutez, en fait, je pourrais répondre 12 fois à la question du député de Rosemont. Je suis d'accord avec lui. C'est inacceptable ce qui a été fait dans les dernières années. Il y avait notamment un Conseil du Trésor qui devait être responsable, Monsieur le Président, de s'assurer qu'il y avait de la transparence, mais qu'il y avait aussi, dans toutes les publications, que l'information était là. Qu'on décide de payer des primes de départ, c'est une chose, mais qu'il ne faut pas avoir la peur ou la crainte de divulguer cette information-là. Alors, je vais vous dire, je peux répondre encore plusieurs fois, je suis d'accord avec vous, ces pratiques-là sont inacceptables et on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'information soit divulguée dans les différents rapports annuels de gestion. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. C'est bien mal parti, Monsieur le Président, si on considère la nomination du chum du ministre de l'Économie à Investissement Québec. Alors, visiblement, les babines n'ont pas suivi les bottines ici ou les bottines n'ont pas suivi les babines, ça ne marche pas. Alors, on ne peut pas juste prendre la parole du président du Conseil du Trésor comme ça. Ça va prendre des résultats. Qui doit dicter les bonnes pratiques en matière de fonds publics? Est-ce que c'est des sociétés d'État cachotières qui cachent de l'information à la vérificatrice générale ou le gouvernement? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Écoutez, là, on tombe dans une deuxième question, Monsieur le Président. Et ce que j'aimerais dire aux députés de Rosemont, c'est très clair. J'en ai parlé avec mon collègue, le ministre de l'Économie. Je pense qu'il est important de comprendre comment les règles sont faites, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés d'État qui ont des conseils d'administration qui doivent s'occuper de la rémunération, mais ça n'empêche pas d'avoir la transparence et l'encadrement. Donc, par exemple, ce qui est dans le cas d'Investissement Québec ici, il y aura toute la transparence et l'encadrement nécessaires pour que l'information en termes de rémunération, de bonification et de conditions de travail soit clairement déclarée avec les objectifs de performance qui auront été mis en place par le ministre de l'Économie. Question principale, Madame la députée de Joliette. On a tous constaté au cours des derniers mois que d'un projet de maternelle 4 ans qui devait inclure tous les enfants avec 5 000 classes, on est passé à 3 300 et maintenant à 2 600 classes. C'est pas surprenant parce que les données probantes de la science pour soutenir l'idée d'une généralisation de la maternelle 4 ans ne sont tout simplement pas là. D'ailleurs, des experts ont été très éloquents à cet égard en commission parlementaire. Les spécialistes, les enseignants, les classes ne sont pas là et la demande et l'intérêt des parents ne sont pas là non plus. D'ailleurs, même Égide Royer, l'architecte derrière l'idée du gouvernement, est venu hier nous dire que les conditions actuellement pour le succès du projet des maternelles 4 ans ne sont pas réunies. Aujourd'hui, les deux grands syndicats qui représentent les enseignants vont demander en commission au gouvernement de mettre de côté son projet et son projet de loi. C'est l'inverse du corporatisme. Je ne pense pas qu'on est face au lobby des CPE quand on parle des enseignants. Est-ce que le ministre peut prendre acte Monsieur le ministre de l'Éducation. Si bien, Monsieur le Président, la liste des gens qui sont venus nous dire d'appuyer et d'adopter le projet de loi 5 pour déployer de manière accessible, mais non obligatoire, de le déployer, le projet de maternelle 4 ans, c'est incroyable. Le Conseil supérieur de l'éducation, l'Association des directions générales des commissions scolaires, la Fédération des comités de parents, l'Association québécoise de personnel et direction d'établissement, la Fédération québécoise des directions d'école, l'Association des orthopédagogues, Pierre Potvin, prof de l'UQTR, Michel Janos, prof de l'Université de Montréal, et des sommités reconnues par tout le monde dans le réseau de l'éducation qui viennent de l'Université Laval, de l'UQAC, de l'Institut national de recherche scientifique, de l'UQAM. Je parle de M. Égide Royer, M. Michel Perron, une sommité reconnue au Saguenay, M. Guy Arbrisson, M. Joël Monzé, Mme Yolande Brunel, M. Richard Léonard, qui est venu faire un témoignage incroyable, Mme Huguette Drouin, Daniel Boucher, Monique Brodeur. La science, les spécialistes, ceux qui administrent le réseau, ceux qui l'utilisent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Première complémentaire, Madame la députée de Joliette.
Ça serait le fun que le ministre soit un petit peu à l'écoute parce qu'il y a au moins la moitié des groupes ou des personnes qu'il a nommées qui sont venus dire bien, ça peut être une bonne idée, les maternelles 4 ans, mais il ne faut surtout pas oublier les centres de la petite enfance. Il ne faut surtout pas oublier la complémentarité. Puis quand on leur dit où vous investiriez le 2 milliards en priorité, c'est drôle, la plupart nous disent dans le 0-4 ans, parce qu'il ne faut pas juste régler une vulnérabilité ou un problème, il faut le prévenir. Alors, est-ce que le ministre peut arrêter de foncer tête baissée dans cette idée fixe à 2 milliards et mettre la priorité au bon endroit? Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a certaines des personnes qui nous disent « nous appuyons le projet de loi 5, nous appuyons la volonté du gouvernement », qui nous suggèrent des façons de réussir l'implantation. C'est ça l'objectif des auditions, d'écouter les gens, d'améliorer notre projet, de faire mieux pour nos enfants. Alors, on est très content de voir que les gens appuient notre politique et nous suggèrent des façons de mieux faire les choses pour les enfants. On accueille ces commentaires-là avec beaucoup d'ouverture et j'invite les collègues à arrêter d'opposer les bonnes idées. Pourquoi il faudrait soit investir chez les 0-3 ans, 4 ans, comme on fait avec Agirto et mon collègue, et opposer ça à investir pour les 4 ans. On est capable de prendre soin de tous nos enfants. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Il n'y a pas juste les chiffres qui ont changé, hein. Il y a aussi le discours. On est passé d'un discours où tous les enfants devraient aller en maternelle 4 ans au libre choix. Bien, parlons-en du libre choix des parents. Comment il peut s'exercer le libre choix des parents quand, en ce moment, on en connaît tous des parents qui attendent depuis des années une place en CPE, 42 000 enfants en attente sur le guichet unique. Est-ce que le ministre de la Famille peut nous dire aujourd'hui si le libre choix est le premier choix des parents qui, oui, est pour les CPE, va être au rendez-vous et qui a le mandat de compléter le réseau et de développer des dizaines de milliers de places? Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est bien. Alors, oui, c'est vrai, on veut le libre choix. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place dans les deux réseaux. Savez-vous ce qu'on va faire? On va déployer les deux réseaux. Mon collègue s'est engagé à déployer plus de 10 000 places dans le réseau des CPE au cours des prochaines années. Ça, c'est les bottines qui suivent les babines. On va le faire. On va déployer aussi le réseau des maternelles 4 ans pour offrir le choix aux parents en 2 services de qualité parce qu'on pense que c'est ça qui est mieux pour les parents, c'est ça qui est mieux pour les enfants. Puis j'invite les collègues à travailler, à améliorer le système pour les parents, pour les enfants, et en respectant la science qui nous dit d'aller de l'avant. Je vous invite à relire l'avis du Conseil supérieur de l'éducation. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, le problème, c'est que nous, on l'a sérieusement lu, l'avis du Conseil supérieur de l'éducation, puis c'est pas aussi tranché que le ministre de l'Éducation le prétend. Au contraire, il y a des bémols. Le problème qu'on a, c'est que le ministre de l'Éducation prend congé de la réalité québécoise. Il refuse de voir l'étendue de la situation du Québec. Il refuse d'entendre le Dr Chicoine, le Dr Drouin. Il refuse d'entendre la CSDM, alors que la CSDM est la première commission scolaire qui a implanté les maternelles 4 ans au Québec et qui est la plus grande commission scolaire. Il refuse d'entendre les centrales syndicales des enseignants. La CSQ reprend même leur slogan. Prendre loin, prendre soin. Ils ne sont même pas capables d'entendre leur propre slogan. Il faut le faire. Monsieur le Président, nous, c'est chose qu'on demande. Pas du mur à mur, on veut du sur-mesure. On ne veut pas avoir 2 milliards que pour les 4 ans. La vie commence bien avant 4 ans. On veut qu'on prenne soin aussi de nos tout-petits en complémentarité. Le problème que nous avons, c'est que ce n'est pas la professeure Côté qui a un billet, c'est le ministre de l'Éducation qui a un billet. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, bien, j'invite la collègue à être des nôtres après-midi parce qu'on va les entendre, les syndicats. Ils sont là cet après-midi. Alors, soyez au rendez-vous, ils vont être là. Il n'y a pas personne qui sera bâillonné là. Écoutez, il faut arrêter, c'est important, là, il faut arrêter d'opposer les bonnes idées. Il faut arrêter d'opposer notre réseau de services de garde avec les maternelles 4 ans. Il faut arrêter d'antagoniser les oppositions comme ça, d'antagoniser les réseaux. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. C'est pas comme ça qu'on va améliorer les services aux enfants puis qu'on va répondre aux besoins des parents. La Fédération des comités de parents nous a dit, nous autres, là, on est en faveur du déploiement. On veut avoir le choix. Il y a certains de nos parents qui disent non, nous autres, on n'enverra pas notre enfant en maternelle 4 ans. Il y en a d'autres qui disent oui, on veut l'envoyer. La Fédération des comités de parents dit, est-ce qu'on pourrait avoir le choix, s'il vous plaît? Il y a plus de 42 000 enfants qui sont sur des listes d'attente en ce moment à cause de la négligence des vieux partis. C'est quand même quelque chose de se faire la leçon par ces gens-là.
Première complémentaire, je vous demande également d'être attentif, toujours en continu. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Le ministre de la Famille lui a dit qu'il n'y aura pas de maternelle 4 ans à côté des garderies. Pourtant, plus que la moitié des classes qui vont ouvrir en septembre sont à 1 kilomètre d'un CPE ou d'une garderie. Je comprends que le ministre n'est pas au courant, Monsieur le Président. Il est absent des commissions. Son ministère il est absent des discussions et il est absent de la place publique. Que répond le ministre du gouvernement et au réseau? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je pense que les leaders de l'opposition devraient indiquer à sa collègue qu'on ne peut pas faire référence à l'absence ou à la présence ou non d'un collègue ici. Hein? Au Salon Bleu, ça fait partie de nos règles, Monsieur le Président. S'il vous plaît. On entend. Je vous demande, Madame, de poursuivre votre question. Si vous le faites poursuivre. Que répond le ministre et le gouvernement au réseau de services de garde qui sont avides de fermer leurs portes? C'est pas de fermer nos yeux, c'est à ouvrir nos oreilles. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, alors le travail de collaboration entre famille et éducation n'a jamais été aussi grand. Peut-être qu'ils font de la projection parce que ça travaillait plus en silo ces dernières années. Ce n'est pas notre façon de travailler. On travaille santé, famille, éducation. Les ministres se rencontrent, les cabinets se rencontrent et les sous-ministres se rencontrent. Donc, les fonctionnaires aussi, les ministères travaillent en collaboration. On nous dit qu'on ne se rencontre pas. Écoutez, on ne fait pas des procès-verbaux à chaque rencontre, hein, qu'on rendrait public, mais je peux vous dire qu'on travaille ensemble. Et il y a un document conjoint qui a été fait. Je pense que c'est une des rares fois que l'analyse d'impact réglementaire pour un projet de loi a été fait par 2 ministères à la fois. Et dans le cas de Famille et Éducation, ça a été fait ensemble lors du dépôt du projet de loi 5. C'est une des preuves qui montre bien qu'on travaille en complémentarité. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement ne croit pas dans la complémentarité. Ce que vous voyez ici en jaune sont tous les maternelles 4 ans qui vont ouvrir dès le 1er septembre, qui sont à 1 minute de marche d'un CPE. Il y en a plusieurs. Qu'un maternelle 4 ans s'ouvre en face d'un CPE à Amqui, à Sainte-Fulgence et à Chambord, ça fait mal, Monsieur le Président. Et le ministre de la Famille, il est absent. Il n'est pas à l'écoute de son réseau. Personne n'a évalué l'impact des maternelles 4 ans sur le réseau de services de garde. Qui, au gouvernement, va défendre le réseau de services de garde? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est vrai, ça se peut qu'il y ait des maternelles 4 ans proches de là où sont les familles. Ça se pourrait que ça arrive. Ça se pourrait qu'il y en ait dans les écoles. C'est là qu'ils vont être, Monsieur le Président. Et si on veut laisser le libre choix aux parents, bien, il faut que les deux soient accessibles. On ne va pas bâtir un CPE à 50 km dans le bois ou une école à 50 km dans le bois pour protéger des marchés. On ne parle pas d'une entreprise avec un contrat d'exclusivité. On parle d'une offre de service public. Une offre de service public pour les parents et pour la réussite scolaire de nos enfants. J'invite tout le monde à se rappeler à l'essentiel la réussite scolaire de nos jeunes. Question principale, Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. On sait déjà que les maternelles 4 ans universelles ne passent pas le test de la réalité. Et en plus de tout le reste, on apprend même que les enfants de 4 ans posent déjà problème dans les autobus parce qu'ils s'endorment puis qu'ils glissent en dessous des bancs. Pire, hier, en commission, un des seuls spécialistes en affaires de la maternelle 4 ans, Égide Royer, est venu défendre son point et on a constaté que tout l'argumentaire repose sur un énorme raccourci intellectuel. On nous dit qu'entre 2012 et 2017, les enfants sont devenus plus vulnérables quand ils entrent à l'école. C'est vrai, mais M. Royer et M. le ministre concluent que c'est parce qu'on n'offre pas les bons services éducatifs et qu'on a besoin de la maternelle 4 ans. Mais d'où ça sort, ce raisonnement-là? Nulle part. Ça pourrait aussi bien être à cause de l'austérité ou de la réforme en santé qui sont justement arrivées pendant ces années-là. Et une experte l'a même dit que l'austérité était l'explication la plus probable. C'est un projet de milliards de dollars qui repose sur un raisonnement absurde. Avant d'imposer une solution, on ne serait pas mieux de s'assurer d'avoir compris le problème comme il faut? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, une des études, une des données probantes qui a été mise sur la table par M. Égide Royer, c'est incontestable, c'est les résultats à des évaluations à 5 ans pour vérifier si les jeunes sont vulnérables ou pas à 5 ans dans un des domaines de développement. De notre côté, au Québec, malheureusement, le statu quo nous fait régresser. Ces dernières années, il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent à 5 ans vulnérables dans un domaine de développement et ça compromet leur réussite scolaire, rien de moins.
Ce qui s'est passé en Ontario, c'est que dans les dernières années, du côté francophone, ça fait plus de 20 ans qu'ils font la maternelle 4 ans. Du côté anglophone, s'inspirant de ce qui se fait de bon, ils l'ont développé. Le résultat, aux mêmes évaluations qu'on a passées ici, au Québec et en Ontario, c'est qu'on a vu que la vulnérabilité des enfants qui ont bénéficié de ce service-là a été coupée de moitié. Ça, c'est les faits. On s'inspire de ce qui se fait de bon. On ne fait pas copier-coller. On s'inspire de ce qui se fait de bon et on l'interprète à notre façon pour offrir le meilleur à nos enfants. Qui pourrait nous reprocher ça? Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Ce n'est pas le statu quo ici, c'est les coupures. Hier, il y a une spécialiste qui est venue nous présenter la courbe de Ekman qui nous apprend que plus on investit tôt pour le bien-être de nos enfants, mieux c'est. Et je vais le répéter pour le premier ministre, 1 $ investi dans la première année de vie d'un enfant a plus de retombées pour le bien-être de cet enfant-là et pour la collectivité qu'un $ investi n'importe quand dans la vie d'un enfant. Ça tombe bien, on a un réseau de CPE ici qui a fait ses preuves et qui nous permet d'agir vraiment, vraiment tôt. Pourquoi on n'investit pas au moins autant dans notre réseau de CPE que dans le projet de maternelle 4 ans? Monsieur le ministre de l'Éducation. Ce tableau présenté par ma collègue est très pertinent. J'étais content de le voir hier. Ça renforce notre conviction puis notre nécessité de travailler en équipe. Famille, santé, éducation, ça renforce encore une fois la légitimité de ce que fait mon collègue de la famille, qui fait un excellent travail, de ce que fait mon collègue, le ministre délégué à la Santé, qui fait un excellent travail pour qu'ensemble, on arrive à éliminer les vulnérabilités de nos enfants pour qu'ils arrivent le plus préparés possible pour réussir leur parcours scolaire en étant confiants, en étant appuyés, puis en ayant diagnostiqué ou repéré les vulnérabilités, puis en commençant à agir tôt. Parce que diagnostiquer pour diagnostiquer, ça ne sert à rien. Il faut outiller nos gens à aider nos jeunes. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Merci. L'attitude du ministre rappelle de très, très mauvais souvenirs aux Québécois. On a déjà vu ça ici, un ministre qui veut imposer une réforme malgré tous les signaux d'alarme. L'arrogance, le manque d'écoute des besoins du milieu, on reconnaît ça. Le ministre nie la réalité, il refuse de voir ce que les études nous disent et il persiste à imposer sa promesse électorale. Et pourtant, tout nous montre qu'on pourrait utiliser beaucoup plus efficacement les milliards qu'on veut investir en petite enfance. Monsieur le Président, est-ce que le ministre est en train de devenir un Gaétan Barrette 2.0? Je m'excuse, non, laissez-moi, s'il vous plaît, du calme. Vous ne pouvez nommer les gens que par leur titre. Je vous demande votre calme. Du calme, s'il vous plaît. Je vous rappellerai cependant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, avoir quelques secondes d'attention? Nous n'avons pas terminé. Je rappellerai cette règle que l'on connaît tous. Nous ne pouvons nommer quelqu'un ici que par son titre. Je pense que c'est tellement clair. Monsieur le leader du... Vous avez répondu, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, je pense que tous et chacun, on se doit respect ici en cette Chambre. Tout le monde a été élu par ses concitoyens et je pense que dans ce cas-ci, la députée de Sherbrooke devrait retirer ses propos et s'excuser auprès du député de Lapinière. Je crois que ce serait tout à fait de bon ton que l'ensemble des collègues parlementaires se respectent ici dans cette Chambre. Vous connaissez la règle. Honnêtement, il ne faut pas blesser un collègue. Les excuses seraient souhaitables. Madame la députée. Je m'excuse auprès du député de Lapinière. Monsieur le ministre de l'Éducation, en réponse, votre attention, s'il vous plaît. On continue de belle façon. Merci bien. Monsieur le Président, je veux rassurer les gens, on travaille en concertation. Les 250 classes qu'on ajoute au réseau, parce qu'il y en a 394 en ce moment, les 250 classes ont été choisies dans un esprit de collaboration avec chacune des commissions scolaires qui nous ont dit qu'ils avaient les locaux nécessaires, les enseignants nécessaires, les professionnels nécessaires. C'est en travail de collaboration que les 250 places ont été ciblées. Et c'est de cette façon-là qu'on veut travailler. C'est pour ça, je pense, que nos partenaires, comme l'Association des directions d'école, comme l'Association des comités de parents, comme les syndicats avec qui on discute fréquemment, aiment le ton qu'on utilise et la façon dont on débat et dont on gouverne. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, Monsieur le Président, la ministre de la Justice préside le comité de législation. À ce titre, elle doit comprendre la portée et les conséquences de tous les projets de loi. Et elle a la responsabilité de s'assurer, à terme, de la cohérence législative et juridique de toutes les lois du Québec. Elle doit en répondre en cette Chambre.
En regard, par exemple, du projet de loi 21, sur une question toute simple d'application ou pas de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, la ministre a refusé de répondre à nos questions. Sur cet important enjeu, mardi, après plusieurs appels, la ministre s'est finalement levée pour uniquement répondre, et je la cite, « Sur les concepts juridiques, je ne peux intervenir ici en Chambre. » Fin de la citation. La ministre ne peut pas s'absenter d'un débat qui touche les droits et libertés des Québécois, Charte des droits et libertés pour laquelle elle est la ministre responsable de l'application. Elle est la gardienne. Pourquoi a-t-elle abdiqué son rôle? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, le projet de loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, qu'est-ce que ça fait, le projet de loi? Ça vise à faire en sorte d'insérer, premièrement, dans le corpus législatif, la laïcité de l'État, mais deuxièmement, de l'inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne. Le fait qu'au Québec, la laïcité, c'est une valeur fondamentale de la société québécoise. Ça me surprend que le Parti libéral ne soit pas en accord avec cela, Monsieur le Président. Le fait de faire en sorte que tous les citoyens et toutes les citoyennes québécois soient traités équitablement, peu importe leur appartenance religieuse, peu importe leur foi, peu importe leur liberté de conscience, Monsieur le Président. On place toutes les religions sur le même pied d'égalité. Aussi, Monsieur le Président, pour certains postes particuliers, en situation d'autorité, durant les heures de travail, certaines personnes ne pourront pas porter de signes religieux. Ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Ça s'applique à tout le monde et à toutes les religions de la même façon. Même chose, Monsieur le Président, le service public à visage découvert et la réception de services à visage découvert pour des motifs de sécurité et d'identification. Est-ce que le député de Lafontaine est en désaccord avec ce qu'on fait dans le cadre du présent projet de loi? Première complémentaire, Monsieur le député de Lafontaine. Monsieur le Président, si c'est le leader qui se lève sur ma prochaine, ça va être gênant. Je parle de quoi? Je parle de la Charte des droits et libertés des Québécoises et Québécois. C'est la ministre de la Justice qui est responsable. Je parle de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, article 34. C'est la ministre de la Justice qui est responsable. Lorsque la ministre de la Justice dit, à tous les fois que vous allez poser une question qui implique un concept juridique, venez pas me voir, je répondrai pas. Monsieur le Président, si elle ne répond pas sur les concepts juridiques, qu'est-ce qu'elle fait assise ici, un micro devant elle? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, les parlementaires peuvent poser les questions qu'ils veulent en cette Chambre. Le député de Lafontaine décide d'aller dans ce sens-là et dans l'expression qu'il choisit. Une chose est sûre, c'est que nous, on travaille en équipe ici au gouvernement du Québec et le projet de loi 21 fait en sorte de clarifier le concept de laïcité de l'État. Parce que dans nos lois, Monsieur le Président, ce n'était pas prévu. Souvent, il y a des politiciens, il y a des formations politiques qui disent que l'État québécois, elle est laïque. Mais, Monsieur le Président, c'était pas vrai jusqu'au dépôt du projet de loi 21. Le député de Lafontaine devrait être fier qu'on inscrive la laïcité de l'État dans nos lois et qu'on puisse tourner la page sur ce débat qui a divisé le Québec pendant... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lafontaine. Monsieur le Président, une personne, ça ne fait pas une équipe. C'est juste le leader qui se lève pour répondre à nos questions. Le collègue de Jean Lesage, le 1er mai dernier, a posé la question suivante à la ministre de la Justice. Est-ce que vous considérez que la Charte des droits et libertés de la personne est un élément essentiel de l'identité québécoise? Très facile. Réponse, je n'ai pas d'opinion ou de réponse à formuler à cette question-là. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas lui parler de droit, on ne peut pas lui parler de liberté, on ne peut pas lui parler de concepts juridiques. Qu'est-ce qu'elle fait assise ici en cette Chambre? Monsieur le ministre de l'Immigration, votre attention à tous, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'au ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le projet de loi 21 vise à s'assurer de séparer l'État des religions, de modifier la Charte des droits et libertés de la personne pour inclure le concept de laïcité de l'État. Est-ce que le député de Lafontaine considère que ce n'est pas important, la laïcité de l'État, autant que l'égalité entre les femmes et les hommes? Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est la troisième occasion qu'a le leader du gouvernement de prendre la place de la ministre de la Justice pour répondre. Vous connaissez l'article 79. On lui a posé une question très simple. À micro fermé, la ministre a dit « Qu'est-ce que je fais ici? Je fais du temps. » Bien là, en même temps, là, le temps qui reste, peut-être qu'on pourrait lui donner. S'il vous plaît. Je l'ai entendu. S'il vous plaît. Monsieur le leader, veuillez poursuivre. Monsieur le Président, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est inscrit à notre charte.
La laïcité, c'est tout aussi important, Monsieur le Président. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie la loi, la Charte des droits et libertés de la personne pour faire en sorte d'ériger, en termes de valeurs fondamentales, la séparation entre l'État et les religions. Ça m'étonne que le Parti libéral se contre ça, d'autant plus qu'il y a plusieurs personnes chez vous qui sont d'accord. Question principale. Monsieur le député de Néligan, vous êtes le seul à avoir la parole ici en ce moment. Merci, Monsieur le Président. Je ne pense pas devoir rappeler le nombre de fois que j'ai intervenu en cette Chambre pour m'assurer que la ministre soit consciente de la force d'impact que pouvait représenter le réseau national des pôles régionaux d'innovation. L'accueil que j'ai reçu de la part de la ministre était une fin de non-recevoir. Eh bien, Monsieur le Président, jeudi dernier, nous avons su pourquoi. La ministre, pour des raisons politiques, a préféré mettre la hache dans un modèle bénéfique pour les régions du Québec et qui a fait ses preuves en France notamment. Actuellement, le DJ Hub de Shawinigan, le pôle national d'innovation par excellence, est en France. Malheureusement, la décision insensée de la ministre a pour conséquence que l'ensemble des régions du Québec ne pourront pas profiter de ce partenariat et de leur expertise. Monsieur le Président, ma question à la ministre est simple. Pourquoi mettre à mal le développement économique des régions pour des raisons politiques qui ne trouvent aucune justification d'un point de vue économique? Madame la ministre des Affaires municipales. Non, Madame la ministre du Développement régional. Merci, Monsieur le Président. J'ai presque complété ma tournée des régions au Québec. J'ai pu être à même de constater tout le dynamisme et la volonté des régions de prendre leur développement en charge, chose que l'ancien gouvernement n'a jamais fait. Donc, ce qu'on a fait cette semaine, c'est de mettre fin à une centralisation du mouvement sur le développement régional. Ce qu'on veut, c'est respecter les spécificités de chacune des régions. Donc, on va continuer d'investir dans chacun des pôles, dans chacune des régions, puis l'argent qui était prévu au niveau national va être redistribué en région. Elle ne sera pas centralisée, chose que l'ancien gouvernement faisait. Qui est politique dans cette histoire? C'est l'ancien gouvernement, puisque en février 2018, ils ont décidé qu'ils allaient créer les pôles régionaux d'innovation comme stratégie électoraliste pour vite se sauver la face aux régions. C'est inacceptable, cette attitude-là. Nous, ce qu'on fait, c'est réparer les pots cassés, on réinvestit, on écoute, on développe des partenariats avec les acteurs des régions pour travailler avec eux, pour vraiment qu'on investisse dans les régions puis qu'on occupe notre territoire au Québec, qu'on s'assure que même la ruralité, est-ce qu'ils savent c'est quoi la ruralité au Québec? Donc, pour que même la ruralité soit représentée, qu'il puisse y avoir des concertations qui se fassent pour assurer un développement économique cohérent au Québec. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.